Bonjour à tous, aujourd'hui, on va parler de Socrate, et on va parler plus particulièrement de la maïeutique chez Socrate. Je me suis aperçu que depuis que je fais des vidéos, je n'ai toujours pas abordé ce concept de maïeutique et on ne peut pas prétendre animer une chaîne de philosophie sans se confronter tôt ou tard à ce concept. Petit rappel bibliographique, Socrate est un philosophe de l'Antiquité du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il est parfois considéré à tort comme le fondateur de la philosophie occidentale, je dis à tort parce qu'avant Socrate, il y avait ce qu'on appelle les présocratiques dont certains noms vous seront familiers. Par exemple Thalès, Pythagore, mais le fait qu'on les appelle les présocratiques, autrement dit, qu'on les définisse par référence à Socrate montre à quel point Socrate a été un personnage extrêmement important dans l'histoire de la philosophie occidentale, et on va voir aujourd'hui à quel point il l'a été. Socrate n'a jamais rien écrit, il professait un enseignement exclusivement oral, et tout ce que l'on connaît de sa pensée nous a été rapporté par les textes de ses disciples, au premier rang desquels Platon, l'auteur des dialogues socratiques, ce qui fait d'ailleurs qu'il est parfois difficile de différencier ce qui relève de la pensée de Platon, ou de la pensée de Socrate, mais toujours est-il que la grande majorité des textes de Platon sont des mises en scène des dialogues de Socrate. Socrate a connu une fin tragique. Il a été condamné à mort à l'âge de 70 ans, par le tribunal d'Athènes. De quoi était-il accusé? Eh bien de 3 chefs d'accusation, impiété, introduction de nouvelles divinités dans la cité, et corruption de la jeunesse. Donc les 2 premiers chefs d'inculpation concernaient la religion, et la corruption de la jeunesse, je précise tout de suite que ça n'a rien à voir avec une affaire de mœurs. La corruption de la jeunesse, c'était le fait qu'à l'époque Athènes venait de subir une lourde défaite militaire contre Sparte, et suite à ça, il s'est agi de trouver des responsables. Il se trouve que Socrate était vu comme quelqu'un qui détournait la jeunesse de son devoir militaire, en l'encourageant à philosopher plutôt que d'aller combattre, si bien que Socrate s'est vu reprocher d'avoir été en partie responsable de cette défaite. Sur la question de l'impiété et l'introduction de nouvelles divinités, il est vrai que Socrate ne cachait pas sa divergence à l'égard de la religion traditionnelle d'Athènes, une religion polythéiste, quand Socrate lui, parlait de Dieu au singulier, une religion dont les divinités étaient célébrées par le peuple, quand Socrate lui, parlait de son daïmonde, c'est-à-dire, de sa divinité personnelle, le daïmonde étant un être divin qui n'est lié à aucune représentation, ni à aucun culte. Donc pour toutes ces raisons, Socrate passait pour un marginal. Il passait pour un marginal et sa pratique de la philosophie lui a valu quelques inimitiés. Et lorsqu'il a comparu devant le tribunal d'Athènes, il a fait ce qu'il savait faire de mieux, c'est-à-dire mettre sa rhétorique au service de la philosophie, pour tenter de démontrer son innocence, car pour lui, le seul crime qu'il avait commis, c'était d'avoir fait de son mieux pour élever les esprits à la philosophie. Mais le fait est que, lorsqu'on a proposé à Socrate de définir lui-même sa peine, lorsqu'on lui a dit que, s'il choisissait sa peine, ce serait peut-être cette peine-là à laquelle il serait condamné, Socrate n'a pas pu s'empêcher de faire de la provocation, parce qu'alors il a répondu que, sa peine devait être d'être nourri au Prytanée. Le Prytanée étant le bâtiment où siègent les membres du gouvernement, c'est un petit peu l'équivalent au palais de l'Élysée ou de l'Assemblée nationale en France, autrement dit Socrate a fait preuve d'une provocation suprême, c'est-à-dire que, alors pesait sur lui la menace d'une condamnation à mort, il n'a rien trouvé de mieux à dire que ce qu'il méritait, c'était des hommages nationaux. Ça n'a pas plu aux jurés, qui l'ont donc condamné à mort, donc tout ça est raconté dans le texte de Platon, qui s'intitule l'Apologie de Socrate, et donc Socrate a accepté son sort, il a refusé l'aide qui lui a été proposée de s'évader de prison, il a accepté de boire la ciguë, c'est-à-dire de s'empoisonner lui-même, ce qui est un moyen digne de faire ses adieux. D'ailleurs si Socrate a laissé son empreinte dans l'histoire de la philosophie, c'est en grande partie du fait de cette condamnation à mort. Socrate n'est pas simplement un philosophe, c'est aussi une icône, un symbole, c'est le symbole de celui qui est prêt à mourir pour ses idées. Socrate est mort pour que vive la philosophie.
Et d'une certaine manière, ceux qui l'ont condamné à mort, ne se sont pas rendus compte du service qu'il lui rendait, du service qu'il rendait à la philosophie, que Socrate honorait. Mais vous avez pu constater à travers cette anecdote, Socrate, c'était d'abord le roi de la provocation. La provocation faisait partie intégrante de sa méthode, de son rapport à la philosophie. Et quand je parle de provocation, je veux parler de provocation au sens littéral. Provoquer quelque chose, c'est créer les conditions pour que cette chose ait lieu. Provoquer quelque chose, c'est la faire émerger. C'est conduire à son avènement. Et donc la provocation, c'est peut-être le mot qui résume le mieux la pratique philosophique de Socrate, telle qu'elle se traduit à travers la maïeutique. Alors, comme je le disais, Socrate n'a jamais écrit aucun livre, ce n'était pas sa manière de faire de la philosophie, écrire des livres. Lui, il préférait s'exprimer par la conversation, par la discussion, par le dialogue. Il allait à la rencontre de ses concitoyens sur l'agora, et il entamait la discussion avec eux sur un sujet ou sur un autre. Et en ce moment-là, il mettait la pensée en action. Il rendait la pensée vivante à travers le dialogue, c'est-à-dire que, écrire des livres, c'est exposer une pensée figée, une pensée aboutie, ou supposément aboutie. Écrire un livre, c'est présupposer que ce qui est écrit vrai, et que le lecteur n'avait qu'à lire pour s'instruire. Autrement dit, il y a dans l'écriture philosophique quelque chose de fondement dogmatique, et le dogmatisme pour Socrate, c'est précisément l'antithèse de la philosophie. La philosophie ne peut pas être expositionnelle, elle ne peut pas être quelque chose qu'on expose, et qu'on n'aurait plus qu'à ingurgiter. Ce n'est pas ça la pensée, la nature de la pensée, c'est d'être en mouvement, c'est d'être toujours en train de se construire, en train de se créer. La pensée pour Socrate, c'est un processus, et on parlera de ça dans une nouvelle vidéo à venir et qui portera sur Platon et l'allégorie de la caverne. L'idée c'est dire qu'on ne passe pas directement de l'ignorance à la connaissance. On passe par des étapes, on passe par des stades de connaissance, et chaque stade va conduire au stade suivant, de la même façon que lorsqu'on apprend les mathématiques, on n'apprend pas directement les équations du second degré. On commence par apprendre à compter les nombres positifs et puis ensuite, on apprend à additionner les nombres, à les multiplier, à les diviser, et c'est ainsi que, d'étape en étape, on en arrive aux mathématiques complexes et abstraites. Tout apprentissage suppose des étapes, et ces étapes nécessitent du temps. Elles nécessitent de la distance vis-à-vis de ce qu'on apprend. Or pour Socrate, c'est à travers le dialogue que cette prise de distance vis-à-vis de la pensée peut avoir lieu. Et donc le dialogue apparaît comme le meilleur moyen d'accéder à la connaissance. Alors évidemment on va développer cette idée, dans cette vidéo, et j'aimerais déjà que vous retenez ceci. Pour Socrate, l'exercice de la pensée est un exercice de la pensée. L'exercice de la pensée, ça passe par la mise en pratique de la pensée. Et la mise en pratique de la pensée, c'est la formation de la pensée, c'est la verbalisation de la pensée. Autrement dit, la pensée en action, c'est la pensée qui s'exprime, c'est la pensée en mouvement à travers le dialogue. Pour Socrate, c'est le dialogue qui permet l'éclosion de la vérité. La vérité n'est pas une liste d'énoncés, une liste d'affirmations. C'est un processus par lequel on remplace nos croyances par des connaissances. Et pour y arriver, pour remplacer nos croyances par des connaissances, nous avons besoin d'un interlocuteur, nous avons besoin de quelqu'un qui va réagir à ce que l'on croit être vrai. Lorsqu'on est à penser ce que l'on pense, on n'a pas de retour sur ce que l'on pense. Ce qui veut dire qu'on peut très bien tourner en boucle dans ses propres schémas de croyances, sans jamais en ressortir. Même, avec la meilleure volonté du monde, on a toujours besoin d'une référence, on a toujours besoin d'un point de vue extérieur. Le point de vue extérieur, c'est ce qui va nous permettre de faire un retour sur notre propre pensée, c'est ce qui va nous permettre d'élargir notre champ de conscience. Le temps de conscience ne peut s'élargir que par la mise en compte des points de vue extérieurs, autrement dit, par des points de vue qui ne sont pas le nôtre. Il n'y a pas de progrès de la conscience, il n'y a pas d'élévation de la conscience, s'il n'y a pas un moment ou un autre, prise en compte du point de vue d'autrui. Et le fait est que, nous ne sommes pas capables de comprendre le point de vue d'autrui,
ou d'entendre le point de vue d'autrui, si on ne s'y confronte pas, si on n'a pas concrètement affaire à autrui, dans l'expression de notre pensée. Quand vous demandez conseil à quelqu'un, on est bien d'accord que ça ne veut pas dire que vous allez laisser l'autre penser à votre place, ça veut tout simplement dire que vous avez conscience que vous ne possédez pas toutes les informations, qu'il y a peut-être un angle de vue qui vous échappe, et c'est normal, parce qu'on ne possède pas tous les angles de vue, et les angles de vue, ils sont le fruit de notre vécu personnel, ils sont le fruit de notre expérience, ils sont le fruit de 1001 facteurs qui auront façonné notre manière de penser. Notre manière de penser, elle est façonnée par notre vécu, et lorsqu'on prend conscience de ça, lorsque l'on comprend qu'on ne possède pas la science infuse, que l'on ne possède pas l'omniscience, en ce moment-là, on comprend le rôle absolument indispensable de l'autre dans la construction de notre pensée, et ça c'est sur en quoi croyait Socrate. L'idée qu'on avait besoin de l'autre pour s'élever dans la conscience, pour faire progresser notre pensée. D'ailleurs, je le précise entre parenthèses, il est de bon temps aujourd'hui, de considérer que chacun possède sa propre vérité. Pour Socrate comme pour Platon, ça n'existe pas. On ne possède pas chacun notre propre vérité, parce que, par définition, la vérité, elle est une, et elle est universelle, donc chacun sa vérité, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas à chacun sa vérité, c'est à chacun sa conception de la vérité. Et ça c'est très différent. C'est très différent parce que ça remet en place la notion de subjectivité de la connaissance. La subjectivité de la connaissance ne veut pas dire que la vérité est personnelle, ça veut dire que chacun possède un regard sur la vérité. Un peu, vous savez que quand vous êtes sur la route, et qu'à un moment donné vous avez un panneau qui vous indique un point de vue, vous pouvez vous arrêter au bord de la route, et profiter d'un point de vue sur le paysage. Et ce point de vue, c'est votre point de vue, et les personnes qui se trouvent de l'autre côté de la colline que vous êtes en train de regarder, ces personnes-là ont un autre point de vue, et c'est la synthèse de tous les points de vue qui, d'une certaine manière, constitue la vérité. La vérité, elle est transsubjective, elle est la synthèse des subjectivités. Elle n'est pas la subjectivité toute seule, la vérité n'est pas notre point de vue. Quand vous regardez un dé, vous ne voyez pas un dé, vous voyez tout au plus 3 faces du dé. Faites l'expérience, regardez un dé, et vous verrez que vous ne voyez que 3 faces du dé. Alors vous savez bien sûr que toutes les faces existent, mais sauf que vous ne pouvez pas tous les voir en même temps. C'est ça le problème de la subjectivité. C'est le problème de la subjectivité qui fait que vous avez besoin d'une autre subjectivité pour vous répondre, et pour compléter votre propre subjectivité. Alors revenons à Socrate et sa pratique de la philosophie à travers le dialogue. Pour Socrate, le rôle du philosophe, ce n'est donc pas de transmettre à son élève un enseignement, un savoir prémâché, un prêt à penser, parce que ça c'est contradictoire avec l'esprit même de la philosophie. Le rôle du philosophe, c'est de poser de bonnes questions, de telle manière que l'élève accède lui-même à la connaissance. La philosophie, c'est l'art d'interroger l'autre, de manière à faire émerger en lui la connaissance. Ce n'est pas d'exposer une vérité toute faite, en laquelle il faudrait avoir la confiance, une confiance aveugle, une confiance uniquement basée sur l'autorité. D'ailleurs, la distinction entre maître et disciple repose précisément sur cette notion d'autorité. Le maître magistère qui a donné cours magistral, c'est celui qui posséderait une autorité qui offrait à quelqu'un de digne de confiance. Le maître, on l'écoute, et on le croit. Pourquoi est-ce qu'on croit? Parce que c'est le maître, parce que son statut lui confère une autorité, et qu'on serait finalement obligé de le croire sur parole. Alors je ne dis pas qu'il faut toujours chercher à contredire ce que dit le maître, c'est pas ça, mais c'est simplement que, l'idée selon laquelle, il faudrait croire tout ce que dit le maître parce qu'il est le maître, c'est le contraire même de l'esprit de la connaissance. Parce que la connaissance, c'est d'abord un mouvement interne, c'est un élan intérieur. Je prendrai un exemple. Qu'est-ce qui pousse l'enfant à poser des questions à ses parents, à les assommer de questions sans arrêt? Ce n'est pas parce que son maître à l'école l'a demandé de le faire, c'est parce qu'il est poussé par une force intérieure qui s'appelle la curiosité.
Et la curiosité, c'est une impulsion vers la connaissance. C'est quelque chose qui se trouve, à l'intérieur de nous, et qui est comme une sorte de désir de conquête du monde, par l'esprit. La curiosité, c'est le désir de conquérir le monde par l'esprit. Donc c'est une déclinaison du désir, et on a vu que Pascal se reprochait beaucoup, sa curiosité, parce qu'il était conscient que sa curiosité, n'était rien d'autre que le vêtement de son désir. Et le fait est qu'un enfant n'apprend jamais aussi bien, que lorsqu'il est curieux. La curiosité donne envie d'apprendre, et avoir envie d'apprendre, c'est le meilleur moyen d'apprendre. On n'est jamais aussi efficace dans l'apprentissage, on n'est jamais aussi bon élève, quand on a envie d'apprendre. Lorsqu'on aime ce qu'on étudie, l'étudier n'est pas une contrainte, ça devient un plaisir, et ce plaisir, c'est la traduction de la satisfaction de notre intérêt. Aimer quelque chose, c'est le seul moyen de s'intéresser. Donc tout ça pour dire que, la relation hiérarchique entre le maître et le disciple, Socrate la récuse, Socrate la considère comme étant une imposture, parce que précisément, ce schéma-là, présuppose que la connaissance peut être apportée de l'extérieur, et que en ce moment-là, celui qui apprend n'est qu'un réceptacle passif, n'est qu'un spectateur. Or, l'apprentissage suppose une démarche active, l'élève doit être actif. Socrate n'est pas quelqu'un qu'on écoute, et dont on reçoit la vérité. Socrate est celui qui participe à l'émergence de la vérité en nous. Parce que si on se place dans ce schéma d'autorité, c'est-à-dire qu'on accepte de recevoir l'enseignement de quelqu'un, considéré comme étant l'autorité, mais ça veut dire qu'on n'est pas dans la connaissance, on est dans la croyance, puisque la croyance c'est précisément le fait d'accepter une information comme étant vraie, sans l'avoir vérifiée par soi-même. Alors, il y a des tas de choses pour lesquelles on fait ça. Aucun de nous n'a jamais vérifié à titre personnel que la Terre est ronde, mais pourtant, nous sommes une grande majorité à le penser, nous sommes une grande majorité à le croire, parce que, on ne peut pas faire mieux que de le croire, on ne peut pas le vérifier par nous-mêmes, en tout cas du point de vue de l'observation, ça paraît difficile. Donc, on le croit parce qu'on a confiance dans ceux qui nous ont transmis cette information comme étant vraie, et qu'à un moment donné, on est obligé de faire confiance à une autorité. Mais le fait est que, au quotidien, nous admettons des choses comme vraies, sans les avoir vérifiées par nous-mêmes. On le fait tous, mais quand on fait ça, on est dans la croyance. On n'est pas dans la connaissance, parce que la connaissance, c'est le processus intérieur de reconnaissance de la vérité. Ce n'est pas l'enregistrement passif et aveugle de ce que nous dit le maître, c'est tout le contraire. Eh bien, c'est exactement ça la maïeutique. La maïeutique, c'est l'art de faire émerger la connaissance par le questionnement. C'est l'art de faire accéder notre interlocuteur à la connaissance, en lui donnant l'occasion de répondre lui-même à ses interrogations. C'est ça la maïeutique. L'art de faire émerger la connaissance, dans la conscience de l'autre. Alors, petite mise au point terminologique. Le mot maïeutique, il vient du nom de la déesse Maya, qui veillait aux accouchements, et il se trouve que les textes rapportent que, la mère de Socrate était elle-même sage-femme. Autrement dit, elle pratiquait la maïeutique dans son sens étymologique, c'est-à-dire, celui de faire accoucher. D'ailleurs, il se trouve que le masculin pour sage-femme, c'est maïeuticien. Il n'y a pas de sage-homme, il y a des maïeuticiens, et le choix de ce maïeutique, il est typique de cette habitude de Socrate de recourir à des analogies. Ici cette analogie entre le corps et l'esprit. La mère de Socrate faisait accoucher les corps, Socrate lui, fait accoucher les esprits. Et de quoi fait-on accoucher les esprits? Des idées. L'esprit, c'est le ventre des idées. Or, vous aurez remarqué que si on suit cette analogie, la sage-femme, lorsqu'elle fait accoucher la mère de son enfant, elle la fait accoucher de quelque chose, qui est en elle, l'enfant est dans le ventre de la mère. Ce n'est pas la sage-femme qui crée l'enfant, ce n'est pas la sage-femme qui donne l'enfant. La sage-femme, elle permet à l'enfant de sortir du ventre de sa mère. Et bien de la même façon, le philosophe, c'est celui qui permet aux idées, de sortir de l'esprit humain. Le philosophe, c'est un accoucheur des esprits. Et là, il y a quelque chose de très intéressant à noter, c'est que par le dialogue, qu'est-ce que nous faisons? Nous échangeons des idées.
nous les exprimons, nous les verbalisons, autrement dit, nous les extériorisons. Exprimer, ça veut dire littéralement, pousser à l'extérieur, pousser en dehors. Quand on exprime une émotion, ça veut dire qu'on la laisse être perçue par l'auteur. Exprimer, c'est pousser en dehors, et donc exprimer une idée, c'est la faire sortir de nous, c'est la mettre à distance de nous-mêmes pour pouvoir la contempler, pour pouvoir l'observer, l'analyser, et la juger. Lorsqu'on exprime une idée, on la tient à distance de nous-mêmes, et donc on est capable d'avoir un recul critique sur cette idée. Un recul critique, on ne l'aurait pas eu si cette idée était restée dans notre esprit. Une distance critique qui nous aurait été impossible d'avoir si cette idée était restée dans la mélasse de nos pensées intérieures. Parce que lorsque nos pensées sont à l'intérieur de notre esprit, elles s'y trouvent très bien, c'est très confortable pour les idées d'être à l'intérieur de l'esprit. Mais en étant à l'intérieur de l'esprit, elles ne sont pas poussées à la remise en cause critique, elles ne sont pas poussées à l'évaluation critique. De la même façon que l'enfant n'a aucune envie de sortir du ventre de sa mère, pour affronter le monde, il est très bien dans le ventre de sa mère. Il est au chaud, il est nourri, il est à l'abri du monde. Mais en étant à l'abri du monde, il ne va pas pouvoir évoluer, il ne peut pas grandir, il ne peut pas croître, se développer, et accéder à la maturité. Si l'enfant ne sort pas du ventre de sa mère, il est voué à ne jamais s'accomplir. De la même façon, une idée qui reste dans le cocon de notre esprit, une idée qui refuse de se confronter au monde, c'est une idée qui est condamnée à ne jamais devenir vraie, c'est une idée qui est condamnée à ne rester qu'une croyance. Et d'ailleurs vous remarquerez comme parfois, il suffit de prononcer une idée, il suffit d'exprimer verbalement une pensée, pour la voir autrement, pour la considérer sous un autre angle justement, sur un autre angle de vue. C'est normal parce qu'en exprimant une idée, on la sort de nous-mêmes, on en fait un objet de pensée, et ce qui fait que parfois, nos prises de conscience passent simplement par la verbalisation. On va dire quelque chose qui était au fond de nous, qu'on n'avait jamais prononcé, et il suffit de le prononcer pour tout à coup mieux comprendre. Ce qui fait d'ailleurs que les thérapies psychanalytiques passent par ce recours au langage, ce recours à la verbalisation, pour mettre à distance de nous-mêmes ce qui est enfoui à l'intérieur en nous. Et c'est ce qui fait que parfois, il suffit d'écouter l'autre pour résoudre ses problèmes, parce qu'en écoutant l'autre, on lui donne l'occasion de s'entendre lui-même. La maïeutique, c'est l'art d'expulser à l'extérieur de notre esprit, ce qui est au fond de notre esprit, mais dont nous n'avons pas conscience. Et par ce processus, nous prenons conscience de ce que nous pensons, et alors il nous devient possible de corriger ce que nous pensons, de voir ce qui n'est pas cohérent, de voir ce qui n'est pas conforme à la vérité, de voir ce qui se contredit. Et donc ça ne se passe pas par la transmission extérieure d'un savoir que l'on accepte au nom d'une autorité, ça passe par la provocation d'un mouvement intérieur vers l'extérieur. Autrement dit, un mouvement qui a besoin de nous pour avoir lieu. La maïeutique, elle a besoin de nous pour avoir lieu. Et ainsi lorsque les questions sont bien formulées, lorsqu'elles visent juste, et qu'il suffit pour l'interlocuteur de consulter sa raison, ce que les Grecs appelaient le logos, et en ce moment-là, la réponse devient une évidence. Lorsque les questions sont bien posées paradoxalement, il n'y a plus besoin de réfléchir. La vérité, elle sort d'elle-même. Elle sort d'elle-même, à condition qu'on joue le jeu de la vérité, à condition qu'on soit dans une démarche de bonne foi, de sincérité intellectuelle. C'est sûr que si vous pratiquez la maïeutique avec quelqu'un, qui a décidé que de toute façon, il ne changerait pas d'avis, que de toute façon, il avait raison, ça ne sert à rien, on n'obtiendrait rien, tout ce que vous obtiendrez, c'est l'esprit de contradiction, c'est de la mauvaise foi, c'est du repli sur les croyances. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos croyances, nous y sommes attachés, nous en avons besoin parce que notre équilibre identitaire en dépend. Certaines croyances sont indispensables à la conception que nous avons de nous-mêmes, et si ces croyances s'effondrent, c'est une partie de nous-mêmes qui s'effondre. C'est peut-être bien toute notre vie qui s'effondre, et nous ne voyons pas toujours qu'il faut parfois que certaines choses s'effondrent, pour pouvoir les reconstruire. Une croyance qui s'effondre, c'est la fin d'un monde, c'est la fin de notre monde.
C'est une mort parce que l'effondrement d'une croyance nous rappelle que nous avons eu tort, et donc, nous avons vécu dans l'erreur. Et savoir que l'on a vécu dans l'erreur, surtout si on a beaucoup misé sur cette erreur, surtout si on a beaucoup investi dans cette erreur. C'est très difficile à supporter, ça peut même devenir totalement insoutenable. Donc il faut être disposé à accepter le jeu de la maïeutique, c'est-à-dire, à accepter le jeu de la cohérence avec soi-même. Si on commence à vouloir négocier avec la raison, si on commence à vouloir trouver des chemins détournés pour arriver à la conclusion qu'on s'était fixée en amont, la maïeutique n'aura aucune efficacité, elle sera une perte de temps. Mais si votre but c'est d'accéder à la vérité, c'est de faire progresser votre connaissance, parce que la connaissance, c'est votre meilleur allié, parce que la connaissance, c'est toujours quelque chose de plus, et non jamais, quelque chose de moins. Et en ce moment-là, vous rentrez dans l'arène philosophique, de la confrontation à la raison. Si la maïeutique est efficace, c'est pour deux raisons. La première raison, c'est que tout être humain possède en lui ce que j'ai appelé tout à l'heure, le logos, c'est-à-dire, la raison. La raison, c'est une faculté humaine universelle qui va se développer de manière diverse selon les personnes, mais, nous en sommes tous dotés. Le logos, c'est l'outil que nous avons reçu de la nature, pour accéder à la connaissance. Et le logos, c'est quelque chose de très simple, ça repose sur le principe de non-contradiction, à savoir que quelque chose ne peut pas être à la fois être, et ne pas être ce qu'elle est. Alors évidemment, il y a toujours des situations intermédiaires, des situations de mélange, et d'une manière générale, on comprend ce que ça veut dire. On comprend par exemple qu'il ne peut pas à la fois faire jour, et faire nuit, qu'on ne peut pas à la fois monter les escaliers, et les descendre, c'est pas compatible, ça c'est notre faculté logique qui nous permet de comprendre, et vous n'avez pas besoin de faire appel à des connaissances extérieures, pour vous rendre compte de cette évidence logique. Cette évidence, elle nous saute à l'esprit. Donc face à la question, une question fermée, une question binaire, la logique est en mesure de nous donner la réponse. Et donc le rôle du maïeuticien, le rôle du philosophe qui s'inspire de la méthode socratique, ça va être de trouver les questions auxquelles la bonne réponse s'impose comme une évidence. Et au fur et à mesure du questionnement, le rôle du philosophe, ça va être de resserrer ces questions, de manière à arriver à une conclusion. Et cette conclusion, parce qu'elle aura subi la série des épreuves logiques, la série des épreuves face au logos, elle sera nécessairement la vérité, parce que le vrai ne peut être que le vrai. Et parce que d'une série de propositions correctes, il ne peut jaillir qu'une conclusion correcte. C'est ça l'idée de la maïeutique, et ça rejoint encore une fois l'idée du sentiment d'évidence. Le sentiment de l'évidence qui naît de la confrontation de quelque chose, totalement logique. Quand vous êtes confronté à quelque chose de logique, il y a cette lumière qui s'allume dans votre esprit et qui vous dit, évidemment. C'est ça le sentiment d'évidence, l'idée que ça ne peut être que ça. Et donc c'est très intéressant parce que, ça permet de définir la notion de connaissance du point de vue de Socrate, à savoir qu'une connaissance, ce n'est pas une construction, ce n'est pas une production, une création d'idées. La connaissance, c'est une reconnaissance. Autrement dit, la connaissance est un dévoilement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que connaître, ce n'est pas créer quelque chose qui est vrai. Connaître, c'est lever le voile sur quelque chose qui est vrai. La connaissance est un dévoilement, c'est-à-dire littéralement, le retrait du voile. Autrement dit, la vérité, elle est toujours là. On ne la construit pas, on ne l'invente pas. Elle est là, et notre travail, c'est d'enlever ce qui la voile, c'est d'enlever ce qui la couvre, de la découvrir, c'est de la révéler. On y trouve qu'en grec, le mot vérité se disait aletheia, qui signifiait littéralement retrait du voile. La vérité, c'est le retrait du voile par apparence, le retrait du voile de la confusion, le retrait du voile des croyances qui nous empêchent de faire face à la vérité. Et attention, ne pas vouloir regarder la vérité en face, ne pas vouloir ôter la croyance qui la couvre, c'est quelque chose qu'on fait tous. Le phénomène du déni, ce n'est pas quelque chose que l'on fait avec plaisir, ce n'est pas quelque chose que l'on fait parce qu'on l'a décidé le matin en se levant.
et l'état des personnes qui sont dans le déni permanent, parce qu'il en va de leur sécurité psychique, et il en va de notre sécurité psychique à tous, de vouloir fermer les yeux sur certaines choses, parce qu'elles nous insécurisent psychiquement. Il y a des personnes qui ont vécu des traumatismes d'une violence épouvantable, et qui ont besoin de recouvrir ce traumatisme, par des croyances, par une image qu'elles se seront construites d'elles-mêmes, par la réécriture d'un scénario, qui aura donné à leur histoire un autre sens et une autre direction. C'est tout à fait normal. La philosophie ne prétend pas bouleverser les lois psychiques, certainement pas. La philosophie prétend apporter à ceux qui sont dans une démarche consciente de recherche de la vérité, à pouvoir disposer d'un outil qui le leur permet. Et donc, je reprends là où je m'étais arrêté. Je disais que le sentiment d'évidence, c'est quelque chose qui prend la forme d'une reconnaissance, et je vous invite vraiment à faire l'expérience, vous-même. Quand vous êtes face à une démonstration logique dont la conclusion vous a paru évidente, observez ce qui se passe en vous à ce moment-là. Observez la nature de votre réaction. Vous allez voir que la nature de votre réaction, c'est de vous dire que ce que vous avez sur les yeux, c'est comme si vous l'avez toujours su, c'est comme ça avait toujours été là, et que ce n'était qu'à ce moment-là que vous le découvriez. Mais ça était toujours été là, cette évidence, elle n'est pas née au moment où vous vous en êtes rendu compte. Votre prise de conscience ne correspond pas à la naissance de cette vérité. Cette vérité a toujours été là, et vous ne faites que la reconnaître. Et ça, c'est la deuxième raison pour laquelle la maïeutique apparaît pour Socrate comme la meilleure méthode d'investigation du vrai. Pour le comprendre, il va falloir mettre un petit peu de côté nos conceptions modernes, et accepter de se glisser dans l'esprit d'un grec de l'Antiquité, c'est-à-dire de quelqu'un qui pouvait éventuellement croire dans l'existence des vies antérieures. Quand on a une certaine conception de quelle âme, l'hypothèse de la réincarnation devient quelque chose de totalement envisageable. Si l'âme est bien une entité immatérielle qui a une existence autonome par rapport au corps, et à ce moment-là, il est très facile de concevoir ce que Platon appelle la migration de l'âme, c'est-à-dire que l'âme va prendre possession d'un autre corps, lorsque le corps précédent sera arrivé à son échéance. Et donc là, on rentre dans le Socrate mystique. Et donc cette théorie selon laquelle l'âme migre de corps en corps de manière éternelle, c'est ce que Platon appelait la réminiscence. La réminiscence, c'est l'idée que, à chaque nouvelle incarnation, l'âme oublie tout ce qu'elle savait. Elle oublie toutes les connaissances accumulées au fur et à mesure de ses expériences, au fur et à mesure de ses existences antérieures. Autrement dit, nous naissons tous amnésiques, nous sommes tous amnésiques des expériences de notre âme, et donc notre existence terrestre va nous permettre de nous ressouvenir, c'est-à-dire de nous souvenir de ce que nous savons déjà, de ce que notre âme savait déjà. L'idée, c'est que nous avons besoin d'oublier pour pouvoir nous souvenir. Et à ce moment-là, toute nouvelle connaissance va réactiver tout à l'intérieur de notre âme, l'ancienne connaissance dont la nouvelle n'est qu'une confirmation, dont la nouvelle n'est qu'une reconnaissance. Reconnaître quelque chose comme vrai, ça signifie l'avoir déjà connu pour vrai, et donc l'expérience de l'évidence, l'expérience de la reconnaissance de quelque chose comme étant vrai de toute éternité, cette expérience-là nous dit Socrate, elle est liée au fait que l'âme savait déjà, parce que notre âme, elle a déjà contemplé les essences intelligibles, elle a déjà contemplé les idées, elle a déjà contemplé la vérité, et c'est là, la célèbre citation de Socrate, « Connais-toi toi-même », prend tout son sens. Connais-toi toi-même, autrement dit, regarde à l'intérieur de toi, observe à l'intérieur de toi, et tu verras qu'au fond de toi tu sais. La vérité est déjà à l'intérieur de toi. Tu n'as pas à la créer, tu n'as pas à la construire. Elle est là sous tes yeux. Tu n'as qu'à les ouvrir. C'est ça l'idée de la réminiscence. Nous connaissons tous la vérité, nous l'avons tous à l'intérieur de notre âme, parce que notre âme l'a déjà vue. Et donc la connaissance ce n'est rien d'autre que le processus par lequel l'âme se souvient de ce qu'elle a toujours su. Et là vous comprendrez que ça donne un tout autre sens à ce qu'on a appelé tout à l'heure, la reconnaissance. C'est l'âme qui reconnaît la vérité qu'elle avait déjà vue, et qui fait dire à Socrate que, la vérité est effectivement en nous. Elle est toujours en nous, mais simplement nous l'avons oubliée.
Et la maïeutique, c'est ce qui permet de réactiver cette connaissance endormie. Le dialogue permet le réveil de notre vérité endormie. Donc là vous voyez qu'on est sur un terrain un petit peu particulier, le terrain de la mythique, mais ça fait partie intégrante de la pensée de Socrate, et je me devais de vous expliciter cette conception de l'âme humaine, qui fait de la connaissance, un processus de reconnaissance. Alors, il se trouve que la méthode de la maïeutique se couple un second principe, c'est le principe de la dialectique, qu'on verra dans la vidéo de la dialectique de Friedrich Hegel. Donc très rapidement, dialectique, ça vient du grec dialegen, qui est issu du mot dialogue, et dialogue littéralement, dialogos, c'est le logos qui se divise en deux, c'est la raison partagée. Le dialogue, c'est le lieu de déploiement de la raison sous une forme divisée. C'est une manière intéressante de concevoir ce qu'est le dialogue, parce que ça permet de comprendre que c'est à deux qu'on accède à la vérité. Autrement dit, l'accès à la vérité suppose toujours un détachement vis-à-vis de soi-même, et la dialectique, c'est le principe selon lequel on accède à la connaissance par le jeu des contractions. C'est par élimination du faux que l'on se rapproche du vrai. On n'accède pas à la vérité d'emblée. On n'accède pas à la réalité par un saut. On doit en passer par la réfutation, la contradiction, et c'est à force d'avoir surmonté toutes les conditions que l'on accède à quelque chose qui mérite le nom de vérité. Et ça c'est quelque chose dont on fait tout l'expérience au quotidien. C'est-à-dire, on fait des erreurs qu'on essaie tant bien que mal d'apprendre de ces erreurs pour ne pas les reproduire. C'est le principe même de l'apprentissage que de se baser sur nos expériences passées, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ce qui veut dire que les erreurs nous aident, à condition qu'on y soit attentif, à condition qu'on les corrige, c'est-à-dire à condition qu'on change ce qui est à l'origine de nos anciennes erreurs. Parce que prendre conscience d'une erreur pour la répéter indéfiniment, ce n'est pas très utile. Ce n'est pas ça qui ça va nous faire progresser. Mais faire des erreurs en étant attentif au pourquoi nos erreurs, à ce moment-là on progresse dans la connaissance. L'idée maîtresse de la dialectique, c'est que la contradiction est le moteur de la connaissance. La contradiction est le moteur de la connaissance, c'est-à-dire que si on accepte l'idée de la remise en question de soi, si on accepte, et on assume nos erreurs pour justement ne plus avoir à les reproduire, eh bien à ce moment-là, nos erreurs nous auront été utiles, nos erreurs nous auront été bénéfiques, et on pourrait presque remercier nos erreurs pour nous avoir guidés sur le bon chemin. C'est à force d'emprunter le mauvais chemin que l'on finit par se réorienter sur le bon chemin. Et c'est là que le rôle d'autrui va être absolument fondamental, parce que l'autre va être l'occasion de la contradiction. Et une contradiction, c'est toujours désagréable, précisément parce que ça heurte nos croyances, et que nous sommes attachés à nos croyances. On aime que nos croyances soient bousculées, sauf qu'en étant bousculées, nos idées vont réagir. Et elles vont réagir en se mettant en ordre. Elles vont tenir compte de la contradiction qu'elles auront subie, pour ne plus avoir à la subir. Et tenir compte de la contradiction, ça ne veut pas dire dresser un bouclier devant les idées, ça ne veut pas dire devenir agressif envers ceux qui vont contredire nos idées, ça veut dire faire évoluer nos idées de telle manière qu'elles ne soient plus soumises à la contradiction. C'est un processus d'adaptation. De la façon que lorsque vous faites subir à vos muscles un stress, vos muscles vont s'adapter. Le muscle s'adapte parce qu'il n'a pas d'autre choix que de s'adapter. Il est obligé de prendre en compte la pression qu'il a reçue, pour ne plus avoir à la subir. En prenant en compte ce qu'il aura subi, le muscle va se développer, va se renforcer, de telle sorte qu'il ne sera plus vulnérable au prochain choc. L'esprit fonctionne exactement de la même manière. Et c'est pour ça que, en absence d'interlocuteur avec qui exercer la maïeutique, il peut devenir utile de pratiquer la maïeutique avec soi-même. Autrement dit, de penser contre soi. Penser contre soi, c'est être soi-même notre propre contradicteur, notre propre opposant, pour mettre à l'épreuve nos croyances, et voir si elles supportent le poids de la contradiction. Penser contre soi, c'est accepter que tout ce que l'on sait, c'est ce que l'on croit savoir. Et nul n'est à l'abri de la remise en cause. Être dans l'erreur n'a jamais été un problème. Le problème est d'en sortir, et on peut en sortir qu'à condition d'admettre que l'on y a été. Le vrai sage n'est pas celui qui sait, un vrai sage, c'est celui qui sait qu'il ne sait pas.
Croire que l'on sait, prétendre que l'on sait, c'est se condamner à errer dans le couloir obscur de la certitude, sans jamais pouvoir trouver d'issue. C'est se convaincre que l'on est sur le bon chemin tout en sachant au fond de soi, que ce n'est pas la bonne route. Savoir que l'on ne sait pas, c'est savoir que l'on a encore tout à apprendre, et tout ce que je sais n'est là que pour être piétiné, que pour être renversé, et fertiliser ce qui sera ma connaissance de demain. Tous les jours, une partie de nos croyances s'effondre. Nous savons mais, nous ne voulons pas, nous n'acceptons pas de laisser mourir nos croyances. Nous tenons à elles, nous y sommes habitués, quelque part, nous les aimons parce qu'elles nous permettent de nous définir, nous les aimons parce que, nous nous identifions à elles. Nous avons l'impression que si nous les perdons, nous ne sommes plus rien. Nous sommes livrés aux ténèbres de l'inconnu. Mais l'inconnu n'est rien d'autre que ce qui demande à être connu. L'inconnu n'est rien d'autre que l'autre côté du connu, l'autre côté du dé, et les trois faces que nous ne voyons pas. Nous sommes effrayés par l'autre côté. Nous sommes effrayés par ce qui est derrière l'horizon, sans voir que l'horizon se recule à mesure que nous avançons. La connaissance de soi vers la connaissance du monde, c'est accepter de mourir, c'est accepter la mort de nos croyances, la mort d'une partie de nous-mêmes, et savoir que, de cette mort, nous renaîtrons toujours. Je vous remercie.